Bonjour, nous en sommes rendus à la vidéo 2 du cours numéro 1. Alors donc, dans une vidéo précédente, bonjour tout le monde, vous en êtes rendu à la vidéo numéro 2 du cours numéro 1. Alors donc, dans la vidéo précédente, en fait, dans les deux vidéos, A et B, vous avez vu l'anthropologie physique. C'est une grande boîte dans laquelle on a plusieurs sous-disciplines. Là, on en est rendu à la troisième branche de l'anthropologie, qui est l'ethnologie, et on va aller voir un des grands ethnologues qui est Bronislaw Malinowski. Alors donc, allons tout de suite à la deuxième section. On voit, lorsqu'on regarde l'arbre de l'anthropologie, hein, on voit la première ici grande branche qui est l'anthropologie physique. On voit, rappelez-vous, la deuxième branche qui est l'archéologie au centre de l'arbre. Et on voit la troisième branche, donc aujourd'hui, qui est l'ethnologie. Alors donc, on passe le PowerPoint, le vidéo, sur l'ethno. L'ethnolinguistique, on n'en fait pas cette session-ci. Alors donc, trois grandes branches. Alors donc, quand je regarde la définition du mot ethnologie, je vois que ce mot-là est constitué de ethnos, qui veut dire ethnie ou nation, et logos qui veut dire la science. Alors donc, la science des nations, la science des cultures. Et cette discipline-là, elle va se développer au courant du 19e siècle et elle naît d'un besoin de comprendre des références culturelles des groupes étudiés. Alors donc, elle vise à comprendre comment fonctionnent les sociétés. En fait, on dit que c'est une science qui reconstitue l'histoire d'un peuple, l'histoire ainsi que ses multiples facettes. Alors donc, au début du siècle, on regardait surtout des cultures qui étaient éloignées, qui étaient dites exotiques. Donc, on avait des chercheurs français, anglais, qui s'en allaient au bout du monde, comme Malinowski, qu'on va voir dans quelques minutes, et qui allaient regarder l'étranger, le différent. Alors donc, on avait un intérêt pour ce qui était éloigné de la culture occidentale, mais au courant du siècle, à Chicago, à l'Université de Chicago, on a une école de pensée qui va se mettre à étudier le comportement des gens de la ville. En fait, on va construire des cartographies ethnographiques des territoires culturels et sociaux des villes au sein de leurs diverses populations. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, on s'est rendu compte que dans une ville, il y avait des quartiers, mais il y avait une répartition aussi des groupes culturels, des groupes plus riches, plus pauvres, de groupes ethniques, et on s'est mis à étudier ces environnements-là, ces microcosmes-là, comme on aurait étudié les populations exotiques, les populations éloignées. Alors donc, on ne regarde plus au courant du siècle ce qui est loin de nous, on regarde aussi ce qui est proche de nous et on le regarde avec un regard d'anthropologue, d'observateur. Ces terrains-là qui sont situés proches de nous, c'est ce qu'on appelle des terrains endotiques, de l'intérieur, qui sont proches de l'observateur. Alors donc, moi, je ne connais pas la culture western, je sais qu'elle existe, mais j'ai jamais vécu un rituel ou une expérience western. Alors, quand j'irai, je vais observer ce rituel-là, ces rituels-là, comme si c'était une population étrangère, mais qui est à côté de moi. D'autres milieux endotiques, ça peut être le milieu de la boxe, qui peut être un microcosme de la grande société. On peut étudier aussi les relations hommes-femmes chez les Juifs hassidiques. C'est un autre monde, c'est une autre capsule culturelle, le quartier d'Outremont à Montréal. On peut regarder comment les hommes et les femmes interagissent entre eux. C'est différent du reste de la population. On peut regarder des rituels qu'on trouve difficiles, effectivement, les mutilations sexuelles féminines, mais tout ça, on va le regarder avec un regard neutre, objectif, qui est libre de biais de jugement. Alors évidemment, quand vous voyez la photo à gauche d'une femme qui porte un plateau labial, alors on est en Éthiopie, vous voyez très bien que cette femme-là va avoir de la difficulté à avaler, à manger. Alors donc évidemment, il faut vraiment comprendre à partir des références de cette culture-là que ce plateau-là est vraiment un, un symbole de beauté, de particularité. Alors donc, c'est la même chose que
que les tatouages corporels ou les piercings qui peuvent être en grand nombre chez bien des gens. Alors donc, quand on regarde la définition de l'ethnologie, bien, on le voit dans votre livre que c'est l'étude de la diversité culturelle des populations contemporaines actuelles ou récentes. Alors donc, les populations récentes, ça peut être 1700, 1800, on regarde comment les gens vivent, comment ils fonctionnent. Dans votre livre, on vous parle dès le chapitre 1 de Bronislaw Malinowski. Vous allez vous rappeler de cet anthropologue-là avec ses initiales BM, Bronislaw Malinowski, qui est le père de l'ethnologie moderne. Ben oui, c'est celui qui va développer une technique d'observation sur le terrain. Ce type-là est d'origine polonaise, il va immigrer à l'université de Yale aux États-Unis, il va développer sa technique de l'observation participante et regarder ses terrains. Alors donc, on a un terrain qui va se dérouler aux îles Trobriand, un terrain que l'on va regarder tout au long de la session. En fait, il va étudier ce qu'on appelle la Kula et on va décrire ce rituel-là dans ce vidéo-là. Et aussi, on va voir ce rituel-là au chapitre 3. Regardez les autres terrains qu'il a fait. Il était là en Afrique du Sud, en Afrique orientale, au Mexique. Il a beaucoup travaillé. Et lui, il se différencie des précédents anthropologues qui étaient des armchair anthropologists. Alors donc, des anthropologues qui restaient dans leur bureau et qui ne se déplaçaient pas et qui étudiaient des documents de seconde main. Qu'est-ce que c'est un document de seconde main? C'est des documents qui sont écrits par des individus, qui vont commenter les documents de première main. Alors, qu'est-ce que c'est un document de première main? Bien, c'est un document qui a été rédigé par un témoin direct de l'événement. Or, on sait très bien, lors des grandes explorations, que des soldats, des missionnaires, des évangélistes, des commerçants vont commenter ce qu'ils voient et souvent ces commentaires-là sont biaisés. Ils possèdent des jugements. Alors donc, Malinowski s'est dit, il faut développer une technique qui soit rigoureuse, qui nous permette d'aller vérifier sur le terrain ce qui se passe et c'est ce qu'il va appeler l'observation participante. Alors, à droite, ici, on le voit parmi les Mélanésiens. Il va aller à l'autre bout du monde, en Océanie, aux îles Trobriand, en Nouvelle-Guinée-Papouasie, et il va observer le fonctionnement de cette culture-là. Alors donc, quelles sont les caractéristiques de l'observation participante? Bien, c'est une immersion dans la société étudiée. C'est une acculturation temporaire. Une acculturation, c'est que tu perds tes références culturelles, tu perds ta culture de référence, tu n'as plus rien à quoi te raccrocher. Tu perds le lien avec ce que tu connaissais, puis tu apprends une nouvelle culture. Et tu t'intègres dans la nouvelle culture jusqu'à temps que les gens trouvent ta présence normale, jusqu'à temps que tu ne déranges plus les gens, que tu sois considéré comme eux. Alors évidemment, il faut vivre un long moment sur ces terrains-là. Il faut décrire aussi la culture dans son ensemble. Et ça, c'est un mot extrêmement important, l'étude holistique. Alors donc, l'étude holistique, c'est un terme qui veut dire l'ensemble. Donc, il faut étudier la culture sous tous ses aspects. Aspects économiques, politiques, religieux, éducatifs, tout ça, pour l'anthropologue, c'est interrelié et évidemment, tu apprends la langue. Alors donc, l'observation participante préconise un regard de l'intérieur. Je vais comprendre, en discutant avec mes sujets, comment ils pensent, saisir le point de vue de l'indigène, ses rapports avec la vie et de comprendre sa vision du monde. Alors donc, c'est ce que Bronislaw Malinowski nous dit. Et qu'est-ce que c'est la vision du monde? La vision du monde, c'est une façon de concevoir le monde. Alors donc, il y a des sociétés qui conçoivent le monde de façon circulaire. On dit que ça définit le regard, donc le regard qu'un peuple pose sur les autres, la vie et lui-même. En fait, c'est une perspective globale à partir de laquelle on perçoit et on interprète le monde. Alors, vous le savez, les Autochtones perçoivent le monde comme
un système circulaire, hein? Alors, tout est interrelié. Nous, les Occidentaux, on perçoit le monde de façon horizontale. Tu nais, tu vis, tu meurs. On t'enterre horizontalement. Une classe, c'est faite en cubes, en carrés. Les tables sont placées de façon linéaire. Or, on sait très bien que la meilleure façon d'apprendre, c'est de se placer en cercle. Donc, la vision du monde d'un peuple, c'est ce qui va déterminer sa conception de la vie, de la mort. Comment tu perçois la mort? Est-ce que c'est quelque chose qui est épeurant ou quelque chose qui est normal? La conception du temps aussi, vous le savez, il y a des gens, des populations pour qui le temps, c'est l'argent. Il y a d'autres groupes pour qui le temps, c'est vivre. Donc, on va vivre de façon différente. Et quand on regarde le mot Inuit en langue inuktitut, ça veut dire nous les humains. Donc, tous les peuples ont leur façon de concevoir, de se concevoir par rapport aux autres. Donc, nous sommes les humains, les autres sont différents. Alors donc, Bronislaw nous dit qu'il est important d'avoir une vision globale, holistique d'une société. Pour vous donner un exemple plus concret, je vous donne ici une image du Hogan. Donc, c'est une maison traditionnelle Navajo. Les Navajos, vous le savez, ils ont vécu, ils vivent encore dans le sud-ouest des États-Unis. C'est un peuple d'Autochtones et on va regarder comment leur maison est élaborée. Alors donc, il y a deux ouvertures à l'entrée, une vers l'est où le soleil se lève et ces ouvertures-là, bien évidemment, sont couvertes avec un tapis ou une porte en bois. Au milieu, il y a un tronc pour la fumée qui va indiquer le zénith et cette maison-là va servir dans la vie quotidienne des gens, mais c'est aussi un espace sacré pour les cérémonies. Alors donc, toute la vie s'y déroule, mais cette maison-là, elle ne sert pas seulement à vivre, elle sert d'outil pour montrer la culture Navajo aux enfants. On dit que c'est un instrument d'éducation. Les enfants apprennent à connaître la terre, le ciel, par le biais de contes et de chansons qui sont illustrés par des dessins sur le sol et le plafond. Alors, vous le voyez, parfois, les enfants, les bébés, on met une espèce de lumière dans leur chambre, puis là, ça projette des planètes ou des images au plafond. Mais c'est la même chose. Là, on va dessiner sur le plafond en Adobe, en terre, toute la conception qu'on a du monde, des planètes, des étoiles. Et sur le sol, on va dessiner aussi les animaux, les éléments importants de la culture. Alors donc, l'enfant, il apprend toute sa culture à l'intérieur de sa maison. Si on continue de regarder cette maison-là, on voit qu'il y a 4 pôles érigés dans les 4 coins cardinaux qui illustrent, qui indiquent les 4 montagnes sacrées. Et le feu est toujours placé au centre, et parce que dans les mythes, ce centre symbolise la place de l'émergence des choses sur le monde. Alors donc, la maison, pour bien comprendre sa fonction, il faut voir les aspects architecturaux. Il faut voir la façon par laquelle on se représente le ciel, le monde. Il faut voir aussi les croyances religieuses. Alors, donc, quelles sont ces montagnes sacrées-là? Et aussi, il faut voir l'aspect éducatif de la maison. Donc, c'est beaucoup plus qu'une maison, c'est vraiment un instrument d'éducation. Ainsi, chaque détail de l'intérieur du Hogan a une corrélation dans le cosmos Navajo. Tous les peuples ont une façon de concevoir le ciel. Il y en a pour qui c'est circulaire, d'autres pour qui c'est linéaire. Il y en a qui vont imaginer qu'il y a des constellations animales, d'autres des constellations avec d'autres significations. Et on a une vision circulaire du monde. Le toit est circulaire, comme le ciel, le cosmos qui est rond. Alors donc, c'est ce que ça nous permet de voir une approche holistique, c'est de comprendre tous les aspects d'une culture. Alors là, je fais une projection dans le chapitre 3. Alors, vous pourrez aller lire les extraits là, dont je vous parle. Bronislaw Malinowski va vivre plusieurs années en 1916 dans les îles Trobriand. Alors donc, où est-ce que je suis? Je suis ici, voilà. Donc, on est au nord de l'Australie,
Voilà. Et on a la Nouvelle-Guinée-Papouasie, un tout petit pays, en fait, qui est